Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Dans cet épisode, on va faire une plongée en profondeur dans le métier des agences de e-commerce. Voilà, donc j'ai l'occasion de recevoir Xavier Poitot, fondateur de l'agence Axome, spécialisée dans le e-commerce depuis de nombreuses années. Et avec lui, j'ai convié Louis de Vaumas, qui travaille aussi, qui met ses compétences de no-codeur au profit de nombreux e-commerçants, surtout sur l'angle de l'automatisation. Et vous allez voir, avec ces deux acteurs, et surtout avec toute l'expertise de Xavier vraiment dans ce domaine depuis de nombreuses années, comment des outils comme Shopify et Integromat viennent un petit peu changer le métier, proposer des alternatives, proposer des nouvelles choses, évidemment pas le remplacer, mais comment tout ça rentre, et c'est l'occasion, pour être très honnête, de vraiment aussi découvrir vraiment ce domaine du e-commerce de manière plus générale, que je trouve assez passionnant et dont on n'a pas encore parlé dans le podcast. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Salut Xavier et Louis, merci de me rejoindre pour le 53e épisode du podcast de Contournement qu'on va dédier au no-code dans les agences e-commerce. Donc voilà un sujet que vous maîtrisez bien tous les deux. Alors ça va être un espèce de mini-cycle entre guillemets de 2 épisodes puisque l'épisode prochain sera dédié aux agences mais plus web et avec des outils plus comme Bubble. Alors on est là parce que on parlait dans l'épisode 50 avec Louis, on s'était dit que ça serait intéressant de se faire un épisode un peu plus dédié au e-commerce. On n'avait pas vraiment prévu de date jusqu'à ce que Patrice Cassard, que j'avais reçu dans l'épisode 28, m'écrive et me dise ouais, ça serait une super idée. Et il faut absolument que tu contactes Xavier, voilà, qui sera parfait pour cet exercice. Donc voilà, merci Patrice, on est là et moi j'ai très hâte parce que j'ai plein de questions, d'autant que moi dans mon passé de dev, j'ai été directeur technique d'une startup dans le e-commerce. C'était il y a 7 ans. Du Magento, tout ça, et voilà, je suis assez curieux de voir comment ce métier a évolué et surtout comment le no-code s'infiltre dedans et l'automatisation aussi qui va être forcément un angle. Voilà, j'arrête là, je vais vous laisser vous présenter, surtout toi Xavier, qu'on connaît pas encore parce que Louis, ça fait déjà sa 4e fois qu'il vient sur le podcast, alors maintenant tout le monde te connaît, mais je te laisserai te présenter aussi quand même. Bon, alors Xavier, dis-nous tout. Ouais, je vais déjà commencer par remercier mes sponsors, donc Patrice Cassard qui a un peu lancé ma carrière et qui continue du coup à faire ma promotion, ce qui est très sympa et je le remercierai jamais assez. Et puis c'est une grande fierté parce que je suis un grand fan de ton podcast, Alexis. Je l'écoute au moins une fois par semaine en allant courir. Donc je suis très content et très flatté d'être présent aujourd'hui. J'espère que ce que je vais dire va intéresser tout le monde. Tu veux que je rentre un peu dans mon histoire? Ouais, voilà, un petit peu faire ton parcours, notamment que tu nous en dises un peu plus comment ton chemin s'est croisé avec Patrice, parce qu'en plus c'est des sujets de e-commerce, donc on va rentrer dans. Mais voilà, savoir un petit peu ton background et tout ça. Alors moi j'ai le parcours un peu classique de tous ceux qui ont la quarantaine aujourd'hui dans le digital, donc une passion de l'informatique et en passant par l'Amstrad et du basique et tout ce qu'on peut faire quand on n'a pas encore Internet, on va dire. Et puis la découverte d'Internet en 98-99 avec une première expérience chez Casino. Pourquoi est-ce que je suis sur Saint-Étienne et à Saint-Étienne, on travaille souvent avec le plus gros employeur de la région qui est Saint-Étienne. Donc j'ai fait un peu mes armes en 99 sur C'est mes courses, qui était le premier site e-commerce du groupe Casino. Et déjà à ce moment-là, pour moi, c'est un peu ma première expérience du no-code ou de l'automatisation, parce que une de mes premières missions était de récolter des logs, de les traiter avec les outils de l'époque, donc Visual Basic et Access. Et puis une première expérience qui m'a marqué. Un jour, on avait un problème, il fallait saisir des milliers de références dans un AS400 avec une interface qui était vraiment très AS400, on va dire. Donc impossible de faire autrement que des copier-coller de fichiers Excel vers une interface AS400. On s'est dit tiens, on va embaucher une dizaine d'intérimaires, on va pouvoir faire ça en une semaine, quelque chose comme ça. Et puis j'ai tenté un truc, une petite extension qui permettait d'automatiser des mouvements de souris.
J'ai fait des copier-coller dans mon Excel. Je les ai collés dans l'interface AS400. Je naviguais d'une fenêtre à l'autre, d'un champ à l'autre, et puis je supprimais la ligne du fichier Excel une fois que j'avais fini mon premier produit. Et du coup, je relançais le scénario, et comme la ligne Excel avait sauté, ça recommençait produit suivant. Donc ça, c'est ma première expérience de waouh, en fait, on peut vraiment faire des choses qui sont très chiantes, on peut les faire à la machine, quelle que soit la techno, quels que soient les outils. Donc c'est marrant parce que pour moi c'est ma première expérience du contournement, parce que c'était c'est un peu ça, contourner le problème. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai toujours eu envie de simplifier les choses et trouver des systèmes pour faire autrement et plus simple. Voilà, donc ça c'est mes premières expériences. Ensuite, j'ai monté une petite agence web qui s'appelle Axome en 2000, où pareil, sur le même principe, on est allé chercher les solutions à l'époque les plus rapides pour développer des sites web. Donc on a commencé par le numéro 1 de l'époque, l'open source OS Commerce. On s'est fait un peu d'expérience là-dessus, et j'ai eu la chance de rencontrer Patrice Cassard en, je dirais, 2002-2003, pour développer et l'accompagner sur un site que les quarantenaires se souviennent bien, qui s'appelle lafraise.com, sur lequel nous on s'occupait de toute la partie technique, et on avait une vraie visibilité et une vraie expérience e-commerce assez intéressante pour ceux qui ont connu la fraise. Ouais, c'était un super projet, et j'imagine que d'un point de vue technique, ça devait être aussi un sacré challenge, quoi, parce que quand même beaucoup de trafic, enfin. C'est ça. On parle d'une époque où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram. On parle de la génération où il y avait beaucoup de blogs. C'est un peu ancien combattant de parler de ça, mais oui, il y avait beaucoup de trafic, et surtout beaucoup de participants, beaucoup de contenu, et un projet assez passionnant, et qui m'a vraiment renforcé dans mon envie de continuer à faire du e-commerce. Voilà. Après, mon parcours s'est développé autour du e-commerce. J'ai revendu Axome à une agence de communication qui s'appelle Trenta, qui est basée sur Saint-Étienne, pour créer la partie e-commerce de cette structure. On l'a plutôt développé autour toujours pareil, autour de l'open source, donc WordPress et PrestaShop, avec un gros partenariat avec PrestaShop au début. Et puis, au bout de 10 ans, ça s'est vraiment bien développé. Et en 2016, j'ai racheté l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, on est 80 personnes dédiées, on va dire à peu près la moitié, donc 40 personnes dédiées au e-commerce, avec des développeurs, des chefs de projet, du web marketing et tout ce qui va autour du e-commerce. Et puis, donc, pour les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, on a toujours eu dans l'open source pas mal de petits développements à faire, qui nous fait gagner du temps, parce qu'on utilisait des modules ou des solutions packagées open source. Et puis en fait, en 2017, on a été approché par des premiers projets Shopify et le SaaS, qui nous a proposé une autre voie, on va dire, par rapport à l'open source. Et aujourd'hui, on va dire que 50% de nos projets sont sur l'open source et 50% sur du SaaS, principalement sur Shopify. Voilà, okay. le parcours jusqu'à aujourd'hui. Non, très intéressant. Surtout tout ce qui est sur la fraise. Est-ce que tu avais travaillé aussi sur Archiduchesse? Bien sûr. Bien sûr, okay. Bien sûr. Le site Archiduchesse, ouais, tout à fait, a été développé sur PrestaShop, toujours avec Patrice, je dirais 2009-2010. Ok. Ouais, c'était les fameux barbus derrière le blog de Patrice. C'était moi. Bien. Exactement.
Ah, ça enfin, j'invite vraiment tout le monde à écouter l'épisode avec Patrice, ça n'a pas été déjà fait parce que, enfin, tout ça est assez passionnant d'un point de, lui il raconte la partie en plus entrepreneuriale, on va dire, et moins technique, mais c'était vraiment des projets en termes de e-commerce, et justement, on va rentrer un peu là dans le vif du sujet, mais au niveau du e-commerce, il y a toute la partie technique et tout ce dont on va parler, puis il y a aussi toute la partie plus communication, etc., où la fraise, il y avait un vrai concept où les gens proposer des designs de t-shirts, voter, etc. Tout ce côté communautaire, comme tu disais bien avant les réseaux sociaux. Archiduchesse, il y avait une communication, enfin, qui était aussi assez incroyable. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Avant qu'on rentre un peu, Louis, est-ce que tu veux nous dire un petit peu deux mots aussi quand même sur ton activité, justement un peu plus orientée sur le sujet du jour? Oui, et ben moi donc Louis de Vaumin. C'est pas la première fois. Merci Alexis de toujours m'inviter, même si j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. Et bah moi du coup, que j'avais déjà un peu raconté mon histoire, mais je suis passé par plusieurs étapes. Ma partie e-commerce était plutôt autour du ticketing au début, puisque j'ai commencé donc au sein de The Pass, donc pas très très loin de Xavier à Lyon, dans une petite start-up qui c'était de l'achat-revente de billets d'occasion. Et ensuite, voilà, au sein du groupe Digitique, puis pour ensuite prendre mon envol et rejoindre Digital Village Marseille pour la partie plus freelance, no code, avec les débuts du mouvement, et maintenant spécialiste vraiment Integromat depuis 2-3 ans. Et aujourd'hui, donc nous, on est des bébés à côté de Xavier qui a quand même beaucoup d'historique, beaucoup de bagages, beaucoup plus que nous, mais voilà, on a accompagné pas mal de clients dans le e-commerce, et on lance on lance en ce moment une marque Fastoche, mais vraiment orientée automatisation dans le e-commerce avec mes associés. Là, l'idée, c'est voilà, utiliser nos compétences no-code pour accélérer tous les développements qu'il pourrait y avoir autour d'une boutique. L'idée, c'est que nous, on aime bien accompagner voilà, des créateurs qui ont besoin de faire différentes choses avec l'automatisation, et on utilise nos compétences e-commerce et nos compétences no-code et automatisation pour les accompagner. Mais c'est sûr que voilà, on a un moins bon track record que Xavier là-dessus, mais ça sera toujours intéressant de confronter un peu nos points de vue. En tout cas, Louis, j'adore le nom. Je suis désolé, mais j'adore le nom. Merci. Non, mais en plus, tu vois, justement, je trouve que c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir comment vos histoires un peu se croisent, et comment, justement, il y a une approche qui vient vraiment de la technique, et vraiment quand on remonte jusqu'à OS Commerce. Enfin, est-ce que ça existe toujours, OS Commerce, d'ailleurs? Je crois pas. Enfin, si, ça existe, hein, mais c'est plus maintenu. Voilà, c'est plus maintenu. Donc ça, c'est vraiment un peu les débuts du e-commerce. Et puis, toi, Louis, qui arrive plus maintenant avec aussi cet angle no-code, enfin, même si, comme tu dis, tu t'étais quand même déjà dans tout ça depuis un moment, et donc ça va être intéressant de voir un petit peu justement cette convergence. Juste, Xavier, pour savoir un peu, par curiosité, un peu tes clients, enfin, le genre sur la partie e-commerce, c'est quoi comme type de... Et par là, ce qui m'intéresse aussi, c'est savoir un peu pas forcément les budgets, mais l'ampleur, tu vois. Est-ce que vous faites des petits sites, des gros sites, des marketplaces, enfin... En fait, on a deux types de clients. On a les grands comptes qui sont la grande distrib ou des acteurs nationaux importants, mais qui sont rarement en e-commerce. Sur le e-commerce, on est plutôt autour de pure players, mais qui sont un peu matures, c'est-à-dire des gens qui ont, on va dire, passé les 5 premières années, et on va dire les premiers millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est notre gros segment marché, et c'est des clients qui souvent sont sur des refontes de sites internet, rarement sur des créations, parce que on a une vraie plus-value, on va dire, sur notre expérience et sur ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement, et notamment autour du web marketing. Ok. Ouais, parce que ça, c'est aussi, justement, ce qu'on va essayer de voir un petit peu dans cet épisode, c'est il y a le e-commerce, en fait, il y a plein de métiers, quoi. Bien sûr. Il y a plein de... Et donc ça, ouais. De plus en plus. De plus en plus de métiers, tout à fait. Ouais, c'est ça regroupe plein de choses, quoi, parce que juste vendre, enfin, c'est déjà quelque chose, mais il y a toute une phase amont d'amener les gens sur la vente. Et donc ça, j'imagine que ça, c'est l'autre moitié de l'agence, c'est ça, qui est plus spécialisée. Voilà.
Après, l'autre partie de l'agence, c'est une agence de communication, donc on intervient sur des domaines très larges, effectivement, contenu, mais jusqu'à du print. Donc on est capable de créer de faire des catalogues imprimés. Et là aussi, alors c'est un autre volet, je sais pas si ce sera le sujet du jour, mais la grande révolution quand j'ai repris en 2016, c'est d'intégrer des process d'automatisation dans le print. Notamment avec des outils comme Easy Catalog, qui sont des connecteurs qui peuvent se brancher sur des PIM, genre Akeneo par exemple, récupérer l'ensemble du contenu et générer une mise en page automatique avec des plugins en fait qui se greffent sur InDesign. Quand tu dis PIM, c'est Product Information Management. En fait, c'est des outils de base de données qui sont souvent utilisés pour avoir un point commun, on va dire, entre le e-commerce. Donc, c'est une base de données qui va alimenter le e-commerce d'un côté et d'autres canaux, notamment le print de l'autre côté. Ok. On est sur des niveaux un peu supérieurs. Effectivement, nous, on le voit, des gens qui viennent nous voir parce que par un peu la marque Digital Village Marseille, viennent nous voir, sont un peu plus jeunes et un peu plus cherchent en fait pas mal à développer leur activité en ligne souvent, ou à lancer une marque ou à reprendre une marque. Et souvent on va les accompagner aussi dans la découverte plus de du coup vendre en ligne c'est bien, mais après il faut envoyer les produits, donc il faut un logisticien, qui communique bien avec Shopify, il faut un logisticien qui renvoie des informations pour qu'on puisse traiter les retours, et il faut aussi penser au web marketing, penser au budget. Et donc ça, c'est vrai que nous on est vraiment l'étape d'un peu d'avant, donc là c'est plus sur Digital Village, et sur la partie Fastoche, là on est sur la partie pareil, mais après cette étape, donc il y a déjà eu 1 ou 2 ans d'activités avec des activités plutôt fortes, mais des équipes encore petites. Et donc nous, on va vouloir les accompagner sur des process d'automatisation un peu plus bas niveau, des choses un peu plus concrètes, c'est-à-dire par exemple traiter les retours qui peuvent surtout dans l'habillement, qui peuvent être assez importants et surtout chronophages pour les équipes. L'idée c'est de vraiment automatiser ces parties-là. Et c'est vrai que là, on sent qu'avec Xavier, on a atteint un niveau un peu plus mature et plus supérieur. Et justement, pour en venir à Shopify que tu évoquais tout à l'heure, Xavier, et donc qui est aussi un peu un des points communs, est-ce que, pour comprendre comment le no-code est arrivé chez vous, est-ce que, tu vas nous expliquer, mais il y a une question que je me pose notamment, c'est est-ce que le no-code pour une agence peut permettre d'adresser des plus petits budgets, par exemple? Est-ce que déjà c'est une volonté ou pas? Après ça dépend des. Mais tu vois, le e-commerce traditionnellement c'est quand même cher. Enfin, c'est normal, Et donc, est-ce que, tu vois, si des gens qui viennent, par exemple, est-ce que des gens viennent justement pour lancer, je sais pas si demain je veux vendre des fringues que je viens te voir, est-ce que tu vas avoir une solution un petit peu pour moi? Désolé, j'ai plusieurs questions en une. Non, mais je vois très bien où tu veux venir, mais c'est effectivement clairement le cas. Ça, c'est effectivement ce que Shopify a pu nous apporter et ce que PrestaShop nous a apporté à une époque. PrestaShop, dans ses premières versions, était vraiment très très simple. Hein. On avait commencé à travailler sur Magento. Et puis très rapidement, enfin pour même dévoiler un secret, la première version d'Archiduchesse a été développée sur Magento. Et puis on l'a mis en ligne et on s'est dit oula, mais en fait il faut 10 secondes par page, et 2 serveurs pour vendre des chaussettes, ça marche pas. Et c'est là où PrestaShop nous a contacté, Bruno Lévesque, son fondateur à l'époque, et nous a dit, écoutez, vous pouvez pas mettre un Magento pour des chaussettes. Moi, j'ai une petite solution, je viens de la développer. Je pense que je peux vous accompagner. Et ça a été vraiment notre objectif au départ, de pouvoir dire, le e-commerce, on n'est pas obligé de faire des gros Magento à plusieurs centaines de milliers d'euros. On a une alternative, elle s'appelle PrestaShop. On peut aller très vite et développer les sites web. L'évolution de PrestaShop fait qu'aujourd'hui PrestaShop ressemble un peu plus à Magento en termes de nombre de fonctionnalités et de mise en place. Donc on est sur des budgets forcément un peu plus hauts et puis des contraintes métiers un peu plus lourdes côté PrestaShop. Par contre, Shopify du coup remplit cette fonction de démarrage et on a même lancé une offre avec une banque
à la Caisse d'épargne l'an dernier, qui permet de faire démarrer des commerçants, par exemple, qui ont été touchés par la crise sanitaire, sur des offres très packagées, très low cost, puisqu'on est entre 500 et 3000 euros, quoi. Donc, qui permettent vraiment de démarrer sur alors c'est des templates, c'est des choses, mais c'est en tout cas c'est possible grâce au SaaS, ce qui serait absolument impossible sur d'autres solutions sur mesure, on va dire. Pour donner un ordre d'idée, je sais que c'est une question un peu, mais si vous, tu vois, à quel budget ça commence entre guillemets, par exemple un site avec PrestaShop? Ben alors je sais que ça dépend un peu du site. Non, c'est toujours la question combien ça coûte une voiture, quoi. C'est ce que je réponds à mes clients. C'est une bonne analogie. Voilà, combien ça coûte une voiture? Ben combien en fait, moi je vais avoir une réponse qui va être un petit peu biaisée parce que clairement on peut faire des sites PrestaShop pas chers et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans avec idem de notre solution Shopify, en packageant, en mettant les modules qui vont bien au bon moment. Donc c'est possible de faire du low cost avec PrestaShop. Et d'ailleurs pendant le confinement, PrestaShop a vraiment assuré avec une équipe de bénévoles, etc. Enfin une offre très low cost qui permettait d'aider les commerçants. Nous, notre segment, c'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, des clients, des e-commerçants matures qui sont plutôt sur des refontes. Donc, ils ont tout de suite des problématiques métiers un peu plus lourdes, et du coup, on est forcément sur des budgets plus hauts. On va dire qu'un PrestaShop, une refonte de PrestaShop aujourd'hui, faut compter à minima 50 000 euros pour vraiment faire un projet de refonte, quoi. Ouais. Ce qui va inclure tout aussi un travail de design. Enfin, finalement, ça va être le résultat aussi va être différent, quoi. Voilà. Mais comme une voiture, pardon. Non, mais j'imagine que la reprise de l'existant aussi a été toujours très lourde, donc. C'est ça. Sur les refontes, c'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Donc voilà. Après c'est toujours, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le prix d'une voiture. Donc on peut aussi vendre un PrestaShop à 500 000 euros si il y en a 200 et que il y a une interface ERP très complexe. Enfin, voilà, il y a pas vraiment de prix marché, mais un prix moyen aujourd'hui sur une refonte sur de l'open source, on va forcément être plus cher que des outils SaaS packagés. Ok, non, c'est très intéressant. Du coup, j'aimerais bien, ouais. Non, mais du coup, moi je vois pas mal de boutiques, alors ça va pas être des tailles extrêmement importantes, mais qui font la démarche un peu inverse de ce que tu dis, dans le sens où ils sont sur PrestaShop et ils ont la volonté de migrer sur Shopify. Alors, moi je suis pas assez du métier pour parce que surtout j'ai quasiment pas fait de PrestaShop. Moi je suis vraiment axé Shopify, et du coup je vois les intérêts de Shopify, je les connais, je les comprends, mais est-ce que toi tu peux sentir un peu pourquoi il y aurait une volonté de basculer de l'open source PrestaShop au Shopify, à part évidemment l'intérêt évident du SaaS, mais qui a ses coûts afférents? Souvent, les gens qui vont passer de l'open source au SaaS, en général, c'est vraiment qu'ils ont des toutes petites équipes et peu de problématiques métiers. En fait, quand on fait, on va dire, un produit simple, je sais pas, de la mode ou de la cosmétique, le Shopify va remplir 95%, on va dire, des fonctionnalités. Donc l'open source va pas apporter grand chose à part effectivement de la maintenance, de l'hébergement, de la sécurité, qui sont plutôt des contraintes, on va dire, pour un e-commerçant. Donc en fait, quand les équipes sont réduites et le produit facile à expédier, facile à vendre, on va dire, le SaaS est clairement adapté à ça. En revanche, le SaaS a beaucoup d'inconvénients quand même. Quand on a des besoins, je sais pas, de changer le tunnel de commande, quand on a besoin de faire du B2B, quand on a besoin de faire des choses un peu complexes, parce que le métier l'exige. Dans ce cas-là, il y a rien de mieux que l'open source pour répondre à ça. On a encore beaucoup de projets PrestaShop de notre côté.
Ok. C'est là où c'est les développeurs qui vont pouvoir vraiment s'emparer de la solution, enfin modifier les choses. Ça, c'est aussi souvent ces plateformes, elles sont vraiment prévues pour quoi. Enfin, C'est plein ça. de mécanismes pour les modifier, les personnaliser. Est-ce que est-ce que vous faites du développement dans le contexte de Shopify? Pour l'instant, on a pris Shopify justement pour le fait que enfin une grosse partie des fonctionnalités sont natives ou adressables en app. Donc les développements qu'on va faire, c'est plutôt du front-end en fait. Ça va être rarement du back-end, ou alors ça va être tapé dans l'API de Shopify pour l'interfacer avec des outils métiers. Et c'est là où je pense qu'on a un point commun avec Louis, c'est qu'on est assez fan de Integromat. Ouais, exactement. Et puis surtout de l'API de Shopify qui est quand même très complète. Absolument. Et alors justement, est-ce que vous pouvez me donner des exemples un petit peu de quand tu dis là par exemple s'interfacer, enfin je sais pas, chacun, enfin peut-être Xavier en premier et puis Moi je peux alors ça va être cliché, hein, je vais dire comme tout le monde, j'ai découvert Integromat en 2020 pendant le confinement. Comme beaucoup. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a l'habitude aujourd'hui, vu qu'on a une bonne équipe de développeurs, d'adresser les synchros, on va dire ERP ou métier, avec, je sais pas, une plateforme Symfony qui va taper dans l'API et intégrer des contenus dans une base de données d'un côté, les traiter et les renvoyer dans une autre base. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et puis, effectivement, on a découvert Integromat. Je crois que c'est sur un de tes podcasts avec Loom, je crois. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais en train de courir et c'était pendant le confinement. Et je me suis noté ça et je l'ai proposé à l'équipe qui au début m'a dit super tes outils, mais on a déjà Zapier, je vois pas trop l'intérêt, etc. Et puis on a recruté une personne pour nous aider à intégrer les process internes, puisqu'on a plusieurs outils SaaS en interne. On a Monday pour la partie gestion de projet. Ça ressemble à Airtable. Je sais pas si vous connaissez Monday. Oui, surtout les pubs YouTube. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est un outil dont on parle très peu dans la communauté no-code. Une fois de temps en temps, dans des webinaires, on nous demande est-ce que Monday c'est un outil no-code ou pas. C'est vrai que moi je l'ai toujours beaucoup associé à la gestion de projet. C'est ça. Qui est que un des cas d'usage de Airtable, quoi, j'ai envie de dire. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que c'est en fait beaucoup plus flexible que ça, quoi. Franchement, ça ressemble vraiment à Airtable sur son approche de tableau notamment. Et nous, c'est notre outil, on va dire, de gestion depuis quelques années maintenant. Et on a Zendesk de l'autre côté pour les tickets notamment de TMA. On a utilisé les fonctions natives à la base de synchro entre Monday et Zendesk. Et puis on avait plein de cas qui marchaient pas, plein d'optimisations qu'on pouvait pas faire parce que c'était complètement standardisé. Et c'est là où on a mis Integromat dans les mains d'un des développeurs qui était dédié justement à ces process internes. Jonathan, si tu m'écoutes, merci d'avoir fait les premiers pas sur Integromat. Et en fait, on a vu que ça nous enlevait, ça nous permettait de faire des choses très complètes et assez incroyables. Par exemple, je sais pas, faire tous les matins la liste des tickets qui ont plus de X jours, les dépassements de temps pour chacun des clients, mais aussi du coup la synchro réelle entre une tâche, son temps et quel dev est intervenu dessus, d'un côté dans Monday et de l'autre côté dans Zendesk. Et puis avec une capacité de livraison extrêmement rapide, chose qu'on aurait fait si on l'avait fait en code. Je pense qu'on aurait mis plusieurs mois pour faire le même résultat. Et je pense que là, le scénario complet dans Integromat, si on a passé une bonne semaine, je pense que c'est déjà beaucoup. Donc pour moi, ça a été vraiment la preuve de concept que on avait un outil dans les mains qui pouvait être assez puissant. Et puis après, pour revenir au e-commerce, le fait que du coup, d'autres développeurs, notamment Julien chez moi, qui s'est vraiment passionné pour Integromat, a poussé là. Lui, c'est un vrai développeur
historique chez moi. Hein. C'est notre premier salarié. C'est vraiment quelqu'un qui a un vrai savoir-faire de codeur. Enfin, pour moi, c'était la deuxième preuve de concept qu'en fait le no-code était plutôt fait pour des codeurs et pas forcément pour des débutants. Ce qu'on a pu mettre en place autour d'Integromat en interne, c'est assez incroyable puisque désormais même notre plateforme de DevOps, je sais pas, pour mettre en place une pré-prod, pour pouvoir faire nos sauvegardes, tout passe par Integromat. Donc aujourd'hui, Integromat va déclencher des webhooks sur AWS, qui est AWX, pardon, pas confondre, qui est un outil de déploiement de serveurs notamment. Ça passe par Integromat avec une alerte en cas d'échec, ce genre de choses. Donc ça, en interne, tous nos process internes ont basculé sur Integromat. Et puis surtout, ça nous a ouvert la voie à proposer à nos propres clients du coup de contourner leur problème métier en passant par Integromat. Ouais, c'est vrai que plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir, mais je vais te laisser Louis déjà réagir. Pardon. Non, vas-y. Mais pour justement Integromat, moi j'ai eu effectivement un peu le chemin entre guillemets inverse, et j'étais dans le produit, j'étais avec des équipes de développeurs que je faisais travailler, avec qui je travaillais, mais c'est moi souvent qui faisais les specs. Et je vivais en réel je fais une fonctionnalité que je décris, puis en fait il y a des cas que j'ai pas prévus, du coup il faut revenir sur le dev, il faut remettre en prod, et ça je l'ai vécu mais tellement de fois. Et c'est vrai que le jour où j'ai découvert Integromat et j'ai commencé à développer, j'ai fait un test, non ça marche pas, il faut que je change ça, et la rapidité d'exécution, la rapidité de développement, mais c'est vraiment la joie d'utilisation, et puis de pouvoir avoir un suivi, de voir ce qui s'est passé exactement, de débugger en temps réel. Et c'est là où je me suis mis à devenir un peu développeur. En ayant une compétence technique de base, je rejoins Xavier là-dessus, il faut avoir une compétence technique pour vraiment faire du no-code, parce que ça reste un niveau supérieur d'abstraction. Donc on tape pas du texte, mais par contre on a une logique, notamment sur Integromat où on va avoir des itérateurs, des agrégateurs, et surtout toute la notion d'array qui sont en fait des tableaux, mais des tableaux en JSON, mais qu'on modifie et il y a une vraie notion. Moi j'ai mis du temps à l'apprendre, celle-là, au début d'Integromat, je la maîtrisais pas du tout cette notion, et j'ai vraiment mis du temps à la comprendre. Donc c'est là où il y a une vraie part technique. Mais la joie de pouvoir développer, modifier, suivre en temps réel les exécutions d'Integromat, c'est vraiment, ça fait geek, mais j'adore. Mais c'est là où Zapier, je trouvais, est un peu plus accessible, en étant beaucoup moins puissant. Mais parce que comme il y a moins cette logique, comme c'est que des étapes qui sont successives, c'est moins, je pense, perturbant pour les gens. Et donc, pour se mettre dans le truc d'automatisation, c'est un peu plus simple, quoi. Ce côté très linéaire, je pense, aide alors que dans Integromat, tu as cette possibilité tout de suite d'itérer, de faire des embranchements, des choses comme ça. C'est toute la puissance. Mais c'est vrai que je peux imaginer que des gens non techniques soient un peu plus perdus. Et par contre, des développeurs peuvent s'éclater, quoi. S'ils ont pas le frein juste de se dire, on n'a plus de ligne de code à taper, quoi. Mais c'est tellement ludique. Enfin, je suis d'accord avec Louis, quand tu vois le scénario s'exécuter et passer les données d'un bloc à l'autre, c'est des mécanos, quoi. C'est des Lego techniques. Donc il y a un vrai aspect ludique quand on voit les scénarios se lancer. Après, vraiment, quand on pousse l'outil, clairement, il faut avoir un très très bon niveau de dev. On parlait tout à l'heure de ce qu'on peut faire avec Shopify. Si on utilise les connecteurs classiques de Shopify pour Integromat, on a un problème de consommation de données qui est assez important. Ça, c'est le revers de la médaille. Tous ces outils SaaS sont souvent liés à la consommation, ce qui est assez logique, hein, c'est le coût d'impact de leur côté aussi. Mais si nos clients, on en parlait tout à l'heure, ils sont un peu plus matures, ils font beaucoup de volume de commandes. Si on adresse tout avec Integromat, le volume clairement explose. Donc ça veut dire que si on veut faire des optimisations de trafic et de consommation, il faut avoir un très très bon niveau, puisqu'il faut aller taper dans l'API direct
concept de GraphQL de Shopify, pouvoir faire des choses en lot, pouvoir les stocker éventuellement dans des bases de données entre-temps pour faire des traitements. Tout ça nécessite clairement un très très bon niveau de dev et notamment de concept et d'algo, pas forcément que de développement classique. Mais en tout cas, je suis persuadé que ces outils sont plutôt des outils de développeurs plutôt que de no-codeurs au final. Ouais, moi je pense que ça peut amener les gens aussi vers un peu justement vers cette logique de code, etc. Il y a un point que tu soulignes qui est très important, c'est l'algorithmie, quoi. Enfin, moi j'ai travaillé du coup dans une boîte où on formait des gens à devenir développeurs, développeurs web, et des fois j'étais un peu effaré par après 6 mois, ils savaient taper du HTML, du JavaScript, etc. Mais ils avaient pas cette notion d'algo, quoi. C'est-à-dire qu'un algorithme de tri trivial, on est développeur, mais c'est ce qu'on apprend en premier quand on apprend à coder, quoi. Moi, j'ai appris à coder il y a longtemps. Et ils savaient pas faire, quoi. Ils étaient perdus. Et du coup, moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette logique, elle s'acquiert, c'est comme tout, quoi. Et ils peuvent, sans avoir le frein du code à taper, implémenter des algos intéressants dans Integromat. Moi, je pense que ça peut justement amener des gens aussi des gens non techniques vers le métier de développeur, quoi. Ça, c'est un truc où je suis assez, c'est plus dans la formation, l'éducation, etc. Mais ça, c'est un des effets un peu bénéfiques du no-code que j'apprécie, quoi. Oui, moi justement, je fais là-dessus, je peux témoigner puisque je suis pas du tout développeur à la base. J'ai essayé de nombreuses reprises. En revanche, j'ai sans être dans l'Amstrad parce que je suis quelques années en dessous de toi, Xavier, mais j'ai baigné très tôt dans le monde de l'informatique, du web. J'ai beaucoup joué avec les outils. J'ai toujours une très très forte appétence technique sans avoir le développement et le code. Mais c'est vrai que la notion d'algorithmie, la notion de technique, de compréhension de comment ça fonctionne, ça je pense l'avoir eu et l'avoir encore aujourd'hui, ce qui me permet en fait d'aller sur des utilisations poussées d'Integromat parce que je comprends très bien les API, je comprends bien comment fonctionnent maintenant les tableaux, le JSON, toutes ces notions techniques aujourd'hui, je les maîtrise, j'espère bien, pas du tout au niveau d'un très très bon développeur, mais et du coup Integromat me permet de faire des choses très complexes sans écrire de code, mais j'ai une historique de technique sans avoir l'historique de code. Ouais, d'ailleurs, j'invite les gens à écouter l'épisode qu'on avait fait ensemble sur Integromat où on a beaucoup parlé d'API. Et c'est vrai que, je le répète à longueur de journée, mais pour moi, comprendre les API, c'est vraiment pour les no-codeurs un truc crucial, quoi. C'est là qu'on débloque tout, en fait. On a accès à tout et on n'est plus limité simplement par les intégrations qui sont déjà natives, qui sont pas toujours les plus optimum. Ça c'est surtout vrai en plus pour Zapier, je pense, mais même je vais pas répéter ce que je répète tout le temps, mais ouais, c'est vraiment un gros enjeu. Ouais. Je pense que tu as raison, mais c'est des deux côtés. Je pense qu'aujourd'hui, moi je crois bien quand même au modèle hybride, puisque il y a beaucoup d'applis métiers notamment qu'on pourra pas faire facilement avec du no-code. Donc aujourd'hui, pour moi, ce que je demande à mes équipes, c'est que quand on a une problématique métier, je sais pas, un extranet un peu complexe qui va gérer du contenu avec des règles assez complexes et une ergonomie particulière de back office, que ils utilisent les outils qu'ils maîtrisent bien aujourd'hui, c'est souvent du Symfony. Que systématiquement leur développement soit exposé avec une API. Pourquoi ? Parce que ça ouvre tout de suite la possibilité de choisir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire dire les outils métiers, on les développe sur mesure avec une plateforme Symfony. On ouvre tout de suite avec notamment API Platform ou d'autres systèmes de bundle pour ouvrir des API dans ces outils, afin que on puisse interagir rapidement et facilement avec d'autres outils, éventuellement par le no-code. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que ça veut dire que on garde vraiment le meilleur des deux mondes et on s'oppose pas forcément, parce que je connais un développeur a toujours un peu sa vision, il aime bien son outil, il aime bien le dernier framework qui est sorti, il a toujours une vision un peu perso de son métier.
le fait d'ouvrir ce qu'il développe à d'autres plateformes avec d'autres technos, on va pas le forcer à faire du no-code, on va pas le forcer à interagir, à maîtriser Integromat s'il veut pas s'en servir. En revanche, s'il est très bon en développement spécifique, qu'il nous fasse une belle plateforme, et à condition qu'elle soit bien exposée en API. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet d'avenir, parce que effectivement, les API, que ce soit dans les outils SaaS ou dans les outils sur mesure, qu'on ait bien la possibilité d'échanger entre les deux. Et c'est vrai qu'Integromat là-dessus, du coup, peut interagir rapidement avec un développement spécifique. Nous, on a vraiment beaucoup de projets où c'est le cas. En gros, on a une plateforme métier qui est exposée en API. On a, je sais pas, un Shopify d'un côté, un WordPress de l'autre, des choses comme ça. Et en fait, les synchros vont se faire avec Integromat. Et ça, c'est assez facile au final à faire. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin, ça me parle aussi en tant que dev, mais justement pour, je veux dire plus en tant que directeur technique, tu vois, j'ai toujours un peu regretté ce truc justement des devs qui aimaient bien avoir un peu leur précaré. C'est pas que les devs, après c'est un truc un peu humain. Et ce truc, cette volonté d'ouverture que tu dis là, ça me plaît beaucoup parce que ça donne la possibilité à tout le monde en fait de communiquer. Je pense que très sincèrement, c'est très efficace en plus. Et ça oblige aussi, quand tu fais une API, ça t'oblige à réfléchir quelles données tu vas donner accès, à réfléchir un peu ton design, entre guillemets, pas visuel, mais de comment les gens vont interagir avec le système que tu as construit. Tu dois te mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui va venir se connecter à toi. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que le fait que Shopify ait une API qui soit très riche et très bien documentée est aussi un signe dans cette direction. Enfin, souvent, je sais pas, c'est un peu bête ce que je vais dire. Moi, j'ai l'impression que les projets que je vois qui ont des API bien documentées, c'est un bon signe, quoi. C'est un facteur que moi, je vais regarder. J'aime bien ça, par exemple, chez Airtable, où je trouve que c'est un signe. Et là, ce que tu nous décris aussi d'un point de vue agence, parce que ça, pour le coup, je pense que c'est assez rare. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça parce que, enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais peut-être ça aussi, peut-être un surcoût aussi de faire ces API quand vous pourriez juste tout, tu vois, centraliser et puis rendre votre client plus dépendant à vous, etc. aussi. En fait, sur le point de vue du développeur, il comprend pas tout de suite l'intérêt de faire ça. Sauf qu'aujourd'hui les outils existent. Enfin, moi j'ai vu des projets avec API Platform notamment, qui est une extension, on va dire, de Symfony. Qui est vraiment ultra puissante, c'est-à-dire qu'elle est capable d'exposer très rapidement une API avec la donnée de ta base et de ce que tu as mis dans Symfony, avec la documentation automatisée, un jeu de test et tout ce qui va derrière. Donc c'est un peu une fausse excuse de se dire tiens, on peut pas le faire, c'est beaucoup trop long, ça serait beaucoup trop cher pour le client, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça l'était certainement avant quand il fallait faire des développements spécifiques, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et la plupart des CMS open source ont une API native déjà bien foutue, quoi. WordPress en a une. WordPress a même des extensions pour faire du GraphQL si on veut. GraphQL, c'est une API un peu plus moderne, on va dire. C'est ce que fait Shopify également. Tout ça est accessible à l'open source. Il n'y a pas le monde du SaaS qui a des API et l'open source qui n'a pas d'API. Aujourd'hui, les deux. Moi, j'ai même envie de dire que ça vient de l'open source, plutôt cette volonté d'ouverture. Ouais. Parce que là, on parle sans trop rentrer dans la technique, mais beaucoup d'API REST. Ouais. Par exemple, WordPress, dès le début, a été conçu pour pouvoir être étendu d'API interne, de fonctions un peu comme un framework. Et après ils ont rajouté l'API REST, etc. pour en plus ouvrir encore plus au monde. Bon voilà, je rentre un peu trop dans la technique, mais je suis vraiment d'accord avec. C'est un sujet en plus qui me passionne, mais ça c'est limite, il faudrait faire tout un épisode. On en reparlera. Exactement. Et d'ailleurs, on voit, pour rebondir sur ce que tu disais Alexis, c'est que pour moi aujourd'hui les outils qui marchent très fort, c'est les outils qui ont une superbe API documentée. Si Airtable a si bien marché si vite, c'est qu'ils avaient une API hyper facile d'utiliser, très bien documentée, avec plein d'exemples. Et je trouve que le côté avoir un bel outil, c'est bien, mais si t'as pas une belle API derrière, ça fonctionnera pas bien. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Xavier, je suis complètement d'accord sur le fait que le meilleur des mondes, c'est l'hybride. Et moi, justement, ce manque de code, je le sens bien. Et c'est aussi pour ça qu'un de mes associés est un ancien développeur, est un ancien directeur technique plutôt, donc est un développeur, et qui est hyper intéressé par le no-code pour tous ces aspects
utilisation facilitée, mais qui garde bien sûr une part de code, parce que c'est indispensable aujourd'hui. Pour des projets un peu d'une certaine taille, hein. Il y a plein de projets qu'on peut faire en full no-code, mais nous, on le sent bien qu'au bout d'un moment, les contournements, sans mauvais jeu de mots, c'est bien, mais d'avoir aussi du natif, c'est quand même des choses importantes. Mais justement, je voulais, pour illustrer un peu ce point, et c'est intéressant parce que le e-commerce cristallise, je pense, pas mal ce truc, mais tu t'évoquais tout à l'heure, et je voudrais bien revenir un petit peu là-dessus, justement, c'est le fait Xavier, tu parlais de la nécessité de synchroniser souvent pour vos clients les catalogues, les ventes, etc., avec le reste du système d'information de l'entreprise. Et souvent, dans ces entreprises, moi, ce que j'ai vu dans des grands comptes, etc., il y a beaucoup d'outils métiers anciens qui n'ont pas été construits justement avec des API, où ça a été... et donc là, il y a tout le temps des contournements à faire ou des choses, des moyens vraiment, des dépôts de fichiers sur des FTP, des choses comme ça vraiment, qui sont pour moi d'un autre siècle aujourd'hui et qui malheureusement, je suppose, vous devez encore beaucoup utiliser. Et Integromat doit pas mal aider là-dedans. Mais justement, je voulais bien que vous pouvez un petit peu illustrer peut-être ce point, peut-être avec des exemples de vos clients, ou je sais pas, tu vois, mais vraiment ces ERP, tout ça. C'est exactement ça. Enfin, je crois que t'as bien illustré le propos. Souvent, en interne, les ERP ont rarement des API. Franchement, et encore quand elles en ont, on sait pas trop comment elles marchent et souvent ça reste des dépôts de fichiers. On a eu des projets dernièrement, effectivement, avec des ERP idem AS400 hein, pour avoir le plus ancien. Voilà, le plus ancien, c'est encore beaucoup d'AS400 dans les grosses entreprises. Les AS400, c'est des serveurs mainframe, c'est ça? De IBM, vraiment des trucs très solides, mais qui sont très anciens. Donc c'est des trucs en fond bleu. Ouais, alors ça s'est un peu modernisé, mais c'est pas très moderne. Et en tout cas, c'est beaucoup d'échanges de fichiers plats. Et ça, aujourd'hui, clairement, Integromat nous aide. C'est-à-dire qu'on est capable dans Integromat d'aller se connecter à un FTP, récupérer un fichier CSV, le traiter, le retransmettre soit en format JSON pour envoyer à l'API de Shopify, soit de le retraiter d'une façon ou d'une autre pour le fournir par exemple à un module Shopify qui est capable d'importer des stocks ou des prix par exemple. En tout cas, ça c'est clairement une vraie force que peut apporter Integromat, puisque une fois qu'on a récupéré la donnée, en fait, Integromat étant très ouvert et très complet sur les connecteurs standards. En fait, même si la donnée à la base elle est sous une forme de fichier plat un peu crade entre guillemets, on peut vraiment l'interfacer et la pousser dans des outils beaucoup plus modernes que un AS400 quoi. Et ça, je suppose que, et peut-être après justement Louis, tu pourras nous dire aussi, ça, là on parle plutôt de grands comptes, ou d'entreprises qui ont ce genre de choses. Mais si je prends un peu le point de la logistique, même pour des plus petits clients, je pense que c'était le cas de Loom, par exemple, c'est ce dont tu parlais, Guillaume, dans l'épisode, tu dois aussi t'interfacer, même si toi, tu as une boîte très moderne, tu fais du Shopify, etc., peut-être que ton logisticien, lui, il va attendre un fichier plat, comme tu disais, un fichier texte déposé quelque part, formaté d'une certaine manière, et lui, il pourra jamais s'adapter, il n'a pas de connecteur, et il va attendre ça, et Integromat aussi va aider, quoi. Je dis ça pour justement montrer que c'est pas que cette problématique, elle va pas être que dans dans un sens, quoi. Non, elle est dans l'autre sens aussi, pardon. Vas-y, Louis. Non, pardon, je te coupe. Oui, je confirme tout à fait. Moi, je travaille encore beaucoup avec des CSV. Le CSV règne en maître à côté de l'API, mais il est encore très important sur beaucoup de systèmes d'information, et notamment effectivement des logisticiens qui font encore beaucoup de dépôts de fichiers de CSV sur des FTP, donc des dossiers distants. Et ça, moi, j'en traite assez souvent. Et d'ailleurs, c'est le FTP avec le CSV qui m'a fait découvrir Integromat face à Zapier que j'utilisais à l'époque, il y a quelques années. Et c'est tous ces connecteurs qu'Integromat proposait avec la puissance qu'il y a de pouvoir passer les lignes et de les formater, de les mettre dans un format plus moderne.
Vraiment, enfin, je confirme, hein, c'est vraiment un cas qui arrive souvent. Typiquement, moi, j'ai en tête un scénario très simple qui a été fait en quelques heures avec Integromat. C'est prendre un tableau Monday avec la donnée qui est traitée par mes équipes, en faire un CSV et le déposer dans un FTP. Ça, si je dois le développer en Symfony, ce côté code, je pense qu'il faut que je prévoie 3 ou 4 jours d'intervention. Ça descend plus héberger plus l'hébergement, plus la maintenance, plus la sécurisation, plus les sauvegardes, etc. Là, on est sur, ça se compte en heures, quoi, même pas presque en minutes. Pour continuer un peu justement pour illustrer un petit peu ça, est-ce que vous avez des choses un petit peu par rapport à ce qui va être SAV, suivi client, un petit peu l'expérience utilisateur, enfin c'est voilà, je sais pas là-dessus comment un peu le no-code aide ou n'aide pas. Hein. D'ailleurs, peut-être c'est un des points sur lesquels on viendra aussi un petit peu les limites des outils no-code. Tu parles de process interne, de comment l'agence traite la relation client avec des outils no-code, ou est-ce que c'est les deux m'intéressent en fait. À vrai dire, c'est vrai que j'ai pas ciblé la question, mais je pensais que ça peut être pour les clients. Enfin, on va dire le e-commerçant. Comment il peut utiliser du no-code, mais donc vous, enfin c'est vous qui le mettez en place pour lui. Et mais ça m'intéresse aussi de savoir parce que je sais que tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure aussi. En interne, on utilise les mêmes outils souvent que nos clients. Aujourd'hui, sincèrement, les gros outils de suivi de clients sont assez standards. Hein. C'est Freshdesk, Zendesk, éventuellement Georgias pour la partie Shopify notamment. Souvent, ils font quand même beaucoup de choses automatisées. Il y a déjà une partie d'automatisation dans ces outils. Donc finalement, l'interface, il y a pas forcément besoin de redévelopper énormément de choses. Par contre, ça serait possible. C'est-à-dire que si on me dit, ben voilà, je veux synchroniser ma base de données d'utilisateurs entre Zendesk et pourquoi pas un PrestaShop ou un Shopify, effectivement, Integromat pourrait le faire assez facilement. Mais aujourd'hui, ces outils ont déjà beaucoup d'automatisation. Donc, il n'y a pas forcément des gros besoins. Nous, on l'a plutôt utilisé effectivement en interne pour, comme je disais tout à l'heure, gérer les tickets entrants de Zendesk avec le suivi de production dans Monday, avec une couche d'intelligence beaucoup plus forte, avec de la priorisation, avec des tests de mots-clés, enfin beaucoup de choses et notamment de reporting. Mais ça, c'est des cas assez particuliers. Au final, tout le monde n'a pas forcément ce besoin aujourd'hui. En tout cas, il est adressable avec Integromat. Après, pour propos aussi de ta question, Alex, j'ai l'impression que tu parlais du suivi client. Pour moi, le suivi client, que ça soit no-code ou code, il est un peu identique dans le sens où tu vas être responsable de ce que tu as produit. Donc, si jamais il y a un souci avec, il faut assurer derrière. Enfin, j'ai l'impression que je sais pas si c'est peut-être pour illustrer, j'avais bien aimé en fait quand justement chez Loom, ils m'avaient dit qu'avec Integromat, tu vois, ils envoyaient en fait ils utilisaient l'API de Colissimo pour voir quand la personne avait reçu son colis, puis lui envoyer un petit mail pour lui dire alors est-ce que tu l'as bien reçu, il est pas abîmé, et puis un mois plus tard, ils envoyaient un mail pour savoir alors est-ce que tu es content toujours, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas si là-dessus vous avez client, en fait. Ouais, voilà, finalement, alors je sors un petit peu peut-être aussi de la technique. Mais je sais pas, c'est un aspect que j'aime bien et je sais pas si vous avez vu des choses un peu intéressantes que vous avez eu à faire peut-être pour des clients. C'est vrai que moi, mes clients e-commerce, à chaque fois qu'ils viennent me voir, c'est qu'ils veulent améliorer. Enfin, ils ont une bonne expérience client qu'ils veulent encore améliorer, et l'expérience client est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, l'une des premières choses qu'on fait, et sur beaucoup d'e-commerçants, ça va être une application de retour, parce que aujourd'hui les retours traités via un outil de support client avec du manuel, il faut aller checker les éléments et s'il y a des oublis, et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être un peu frustrant, et c'est vrai qu'aujourd'hui d'automatiser les retours avec une connexion avec le logicien, donc de savoir exactement quand est-ce que le produit revient pour en renvoyer un autre d'une autre taille, ça c'est vrai que c'est pour les clients, c'est une vraie bonne expérience, et du coup les boutiques en sont ravis,
Et c'est vrai que c'est un point hyper important, et ce que le no-code, en tout cas dans mon cas, peut apporter, puisqu'on est capable de développer des choses assez complexes de manière assez rapide et assez facile. Après, ça reste quand même une difficulté, mais peut-être plus facile qu'avec du code en tout cas. Moi, je peux aussi parler éventuellement de tout ce qui est automatisation, plutôt marketing. Donc là, on n'est pas forcément dans du service client, mais plutôt dans du web marketing, où là, en fait, il y a énormément d'outils désormais qui permettent d'automatiser des chaînes de mail, en fonction d'actions, en fonction on peut même faire du contenu désormais à l'intérieur des emails en fonction de comportement. Tout ça, il y a énormément d'outils aujourd'hui. Si je peux en citer quelques-uns, on va avoir Klaviyo qui est très bien intégré à Shopify. On va avoir Nosto si vous avez un peu plus de budget et un peu plus de volume, qui permettent carrément de gérer, par exemple, le merchandising du site internet en fonction de centaines de critères d'intelligence artificielle. Donc tous ces outils, on va dire, d'aide à la vente ou de web marketing existent, sont généralement interfacés, alors souvent en priorité avec le SaaS, mais aussi dans le monde de l'open source. Je pense à des ShopeeMine par exemple, ou des choses comme ça qui sont intégrées avec des modules natifs. Donc en gros, la partie automate et no code, on va dire dans le monde du web marketing, je pense qu'il existe depuis très longtemps et à clairement un niveau de maturité bien supérieur au monde de l'ERP et de choses comme ça. Vraiment, enfin, je sais pas si vous avez vu des flows dans de scénarios de relance de panier, par exemple, dans Klaviyo. On n'écrit pas de code, quoi. Enfin, on fait vraiment du glisser-déposer sur du drag and drop sur des choses très visuelles et très faciles à mettre en place. C'est vrai qu'on a constaté quand on a commencé un peu tout ça autour du no-code que les gros hackers en fait étaient déjà très familiers avec plein de ces outils et toutes ces choses-là, et aussi, même si on élargit un peu, les gens qui font du web marketing, souvent ces gens-là déjà qui utilisaient Zapier, qui utilisaient les outils que tu mentionnais, plein d'autres. C'est vrai qu'il y a une grande part de marketing dans le no-code. C'est vrai que avant qu'on appelle ça no-code, moi faisais pas mal de web marketing au sein de Digitic, et j'utilise beaucoup d'outils comme ça, effectivement, qui avaient déjà intégré beaucoup de choses. On le voit encore aujourd'hui avec du Klaviyo évidemment, mais du HubSpot ou tous ces éléments qui vont intégrer de plus en plus leur propre scénario d'automatisation. Est-ce que il y a un peu des limites que vous voyez? Alors je vais prendre peut-être plus spécifiquement un peu l'exemple de Shopify. Alors même si Xavier t'évoquait un peu évidemment des choses les contextes dans lesquels Shopify marche pas forcément, mais je sais pas, on va dire dans un peu les limites que vous voyez, et peut-être les outils qui manqueraient. Je sais pas, c'est un outil no code, tu vois, par rapport un peu au e-commerce, au métier qui n'existe pas et qui manquerait. C'est des fonctionnalités dont tu parles? Par exemple sur Shopify? Ouais, voilà, un peu qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui est... Pour moi, il y a deux freins majeurs dans Shopify. On parlait tout ce qui est développement spécifique, notamment B2B, qui est très difficile à adresser, et je comprends en plus que stratégiquement Shopify développe pas forcément cette partie-là, même si dans Shopify Plus on a une version B2B, mais elle est pas personnalisable, donc assez froide, on va dire. Donc ça c'est vraiment on va dire une difficulté particulière. Après l'autre point qui est difficile dans Shopify, ça va être tout ce qui est multilangage, tout ce qui est contenu, tout ce qui est traduction, etc. et adressé sous forme de modules, un peu comme chez WordPress. Donc ça reste une difficulté, je trouve, par rapport aux outils qui ont intégré le multilangage nativement. Et puis après, globalement dans le no-code, le frein numéro 1, c'est un frein financier en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la consommation qui va passer dans des outils SaaS va avoir un coût. Donc au départ, très faible, mais il va être adapté, enfin il va augmenter
avec la complexité et le volume de données. Donc il y a énormément moi je sais que c'est un vrai problème aujourd'hui d'adresser certains problématiques métiers avec des volumes importants. Si aujourd'hui j'ai un e-commerçant qui fait je sais pas moi qui a un catalogue produit de 10 000 références avec pour chacune des références une dizaine de sous-références, ça veut dire qu'on va vite sur des volumétries à plus de 100 000 lignes à mettre à jour. Si j'utilise Integromat pour dire je prends le fichier CSV, je lis chacune de ces lignes, je vais chercher dans l'API de Shopify quelle est la valeur du stock actuel, je veux la mettre et je la mets à jour. En termes d'opération sur Integromat, je suis déjà hors budget sur l'offre la plus haute. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui le frein numéro 1 de ces outils d'automatisation qui ont un modèle économique basé sur le trafic. Et Shopify a le même inconvénient puisque Shopify se rémunère sur le chiffre d'affaires du client. Donc c'est vrai que si le volume de commandes augmente fortement, le coût de la solution devient assez haute et peut être mise en question sur certains budgets, quoi. C'est vrai que sur les outils SaaS, on est très vite dans des budgets hyper importants dès qu'on a un peu de volume. Après, sur la partie Integromat, il y a une partie Integromat 2 en enterprise qui va être en gros que tu peux héberger sur de l'AWS, donc de l'Amazon. Et donc là, je pense que ça sera une vraie solution pour l'enterprise. Et c'est, je pense, leur gros axe de développement. Qui sont très bien sur les PME. On s'y est intéressé, mais elle est à $5,000 par mois, quoi. Donc, elle est oui, mais là, normalement, ils sont censés en amener une autre un peu moins cher. Okay. C'est vrai que la première version Enterprise était cher. Voilà, c'est ça. Donc oui, tout se paye, c'est logique, hein. Après, les challengers, ils existent, hein. C'est par exemple N8N qu'on a testé. Par contre, la courbe d'apprentissage et l'interface, on sait pourquoi c'est moins cher, quoi, et qu'Integromat est plus cher. Donc c'est un bon compromis, je pense, entre choisir l'outil en fonction de son coût et de ce que ça peut apporter en termes de valeur pour l'entreprise, parce que parfois l'open source aussi, même s'il a pas des coûts en fonction du volume, va avoir d'autres coûts, notamment de développement, de maintenance, qui peuvent être aussi importants. Super intéressant tout ça. On commence à arriver sur la fin. J'avais un dernier petit sujet que j'avais gardé pour la fin, qui est un peu plus vaste, un sujet un peu plus philosophique, j'ai envie de dire. Je sais pas comment le présenter pour pas dire le truc bizarrement. Non, mais en fait, ça m'est venu. Voilà, j'ai pas mal de préjugés sur les agences. Je pense qu'il y a beaucoup, et moi, une des raisons pour lesquelles, je vous livre ça comme ça, après, pour vous faire réagir. C'est du bashing, là, c'est ça? Bashing d'agence. Non, et je me permets justement d'amener ce sujet parce que là, je pense qu'on a démontré, tu vois, pendant une heure vraiment la valeur, tu vois, de ce que vous proposez. Mais moi, une des raisons pour lesquelles aussi je m'intéresse au no-code, c'est parce que je pense que ça permet à des gens d'être autonomes, de plus avoir à passer par des agences. Alors, on parle, et là, on l'a bien compris avec tout ce qu'on a évoqué, hein, de plus petits projets, de contexte moins. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'agences peu scrupuleuses. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est aussi parce que j'ai vu sur ta page LinkedIn, tu avais une référence. Je me suis permis de lire. Alors, je vais pas la lire, hein, mais où quelqu'un louait ton intégrité, Xavier, et j'ai trouvé ça m'a. Ah, je l'ai acheté. Ouais, je l'avais acheté, c'est pour ça. On peut acheter des références. Non, mais j'avais trouvé ça, j'ai trouvé que c'était assez sincère. Et ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que, voilà, il y a aussi des belles agences, il y a des nécessités pour avoir des agences sur la technicité, comme tout ce qu'on a évoqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques agences qui doivent disparaître aussi, quoi? Ouais, voilà, mais je pense pas que ça soit. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas lié à notre secteur d'activité. En fait, tout commerçant, on va dire à un moment ou à un autre,
quel que soit le produit ou le service qu'ils proposent, si ces bases d'intégrité sont pas bonnes, si il veut juste faire un coup, prendre de l'argent et disparaître le plus vite possible, c'est forcément des agences c'est des secteurs d'activité qui vont pas durer. En fait, qu'est-ce qui est déterminant dans une agence? Clairement, ça va être son historique. Aujourd'hui, notre agence, elle a 37 ans cette année. On vit pas 37 ans dans un écosystème en étant sans avoir de valeur, sans avoir de vision, sans avoir de bonnes pratiques. Et je pense qu'on a tous à y gagner d'avoir un bon équilibre entre notre tarification, notre façon de travailler, notre expertise et surtout ce que ça apporte aux clients. En fait, c'est vraiment, ça c'est lié surtout aux sociétés de services. Je pense que on vend pas nos prestations longtemps si le client au final il gagne pas quelque chose. Alors bien entendu il y a des frictions, bien entendu il y a des clients qui sont pas contents du délai de réponse, qui sont pas contents, qui trouvent qu'ils ont payé trop cher telle ou telle prestation. C'est certain, ça arrive tous les jours. Après, moi, ce que je mets en face, c'est est-ce que ça leur a créé de la valeur? Est-ce que ça leur a permis de se développer? Est-ce que ça leur a permis de faire du chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est notre métier. Notre métier, il est vraiment de pouvoir créer de la valeur chez nos clients. Et ça, on le fait. C'est dur à transmettre aux équipes, mais en tout cas, c'est clairement le message. Un client qui est pas content, mais qui a triplé son chiffre d'affaires. Je pense que il faut qu'ils se posent, qu'ils se disent bon, ok, ils m'ont pas répondu assez vite, ok, il y a eu un bug à telle version, machin, etc. Mais voilà, en 10 ans, j'ai fait X millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand mon serveur est tombé, ils s'en sont occupés. C'était un week-end. Ils m'ont informé, ils m'ont mis à jour sur qui ils sont, etc. Ils peuvent venir nous voir, ils peuvent rencontrer les équipes. On est tous en France, on est tous à Saint-Étienne. On est tous disponibles et on espère sympathiques. En tout cas, c'est notre façon de voir le métier. Après, les agences qui viennent plutôt pour profiter d'une opportunité commerciale, je te rejoins, elles durent souvent pas longtemps. Et on le voit très vite. Franchement, des agences qui ont des pratiques commerciales douteuses, généralement, elles durent pas plus de 5 ans. Qui est le temps de que les gens se rendent compte. Ouais, non, non, mais je suis globalement très d'accord. Après, tu vois, sans aller jusque vraiment à des agences fondamentalement malhonnêtes, tu vois, ouais. Je trouve qu'il y en a, il y a ce côté, et c'est encore plus vrai dans les ESN, etc. Tu vois, ce truc où vous comprenez rien à la technique, donc on va vous, mais c'est la même chose avec les garagistes et tout. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On n'est jamais content. En fait, on peut pas. Enfin, je pense qu'on sera jamais 100% content. Et satisfait d'un service. En fait, on a toujours un critère qui est malheureusement irrationnel en fait. Quand on va faire réparer sa voiture, ben oui, effectivement, on va pas être content, on va trouver que c'est trop cher et puis c'est pas normal qu'elle soit tombée en panne parce que je l'ai achetée chez vous, etc., etc. Et pourtant. Ça nous permet d'aller au travail, ça nous permet d'aller en vacances avec. Donc en vrai, globalement, on est content de sa voiture. Mais le service qui va être autour, même si ou alors faut avoir la qualité de service d'Apple, mais dans ce cas-là, il faut accepter d'acheter les produits 5 ou 10 fois plus cher que ce qu'ils valent réellement. C'est pas possible dans tous les cas. Et souvent, le bon compromis, c'est d'acheter effectivement une qualité de service à un prix, on va dire, satisfaisant des deux côtés. Et c'est clairement la difficulté de notre métier et généralement des métiers du service. Enfin, c'est une vraie difficulté du quotidien. Et les équipes sont vraiment challengées au quotidien. Enfin, la relation client, elle est dure et surtout pendant ces périodes qu'on a vécues cette année avec moins de relations physiques, avec plus de mails, plus de tickets, plus de visio. Enfin, c'est une vraie difficulté du moment de garder, on va dire, une couche d'abstraction dans la relation client en se disant, en fait, oui, le client est pas content parce qu'on lui a pas répondu assez vite, mais d'un autre côté, on a réussi à le faire passer de 1 million à 10 millions. Globalement, il devrait être content, quoi. Et souvent, quand il nous envoie un message agressif et que derrière on le rencontre, il vient nous voir, la relation elle est très différente. Donc, je pense qu'il y a un contexte qui est très difficile aujourd'hui pour les agences et pour tous les métiers de service en général, je pense.
Ouais, je rejoins pas mal ce que dit Xavier. Ce qui est important dans le service, c'est, même si j'ai beaucoup moins d'historique que Xavier, mais c'est vraiment d'être responsable de ce que tu fais, d'assurer la continuité dans le temps, de bien accompagner. Et effectivement, dans tout métier, il y aura des gens qui vont avoir des pratiques un peu déviantes et des pratiques un peu limites. Mais bon, après, je sais pas si c'est très français d'avoir du mal à payer pour du service et de la prestation de service. Je sais pas si dans les autres pays c'est la même chose. Mais c'est vrai que je me rends compte souvent que quand c'est du temps, les gens ne valorisent pas bien le temps qu'il a fallu à la personne qui fait ce qu'il fait, d'apprendre ce qu'il fait et de tout ce temps d'apprentissage, de difficultés rencontrées. Et c'est vrai que beaucoup de choses, et peut-être que le no-code va un peu améliorer ça dans le sens où les gens vont mettre la main dans le cambouis un peu plus puisque c'est plus abordable. Ils vont se rendre compte des difficultés, vont se rendre compte que c'est pas si trivial, c'est pas si simple que ça y paraît. Et voilà. Et peut-être qu'aussi le no-code et ce mouvement va apporter donc une professionnalisation de certaines choses et aussi des personnes qui vont plus facilement se tourner vers des professionnels. Ouais, non, c'est. Alors, je pense que de toute façon, voilà, tout ce qu'on a évoqué quand même montre bien aussi la technicité de ce métier et l'expertise qui s'acquiert. Et c'est pas, il y a le temps passé sur un projet et il y a l'expertise qu'on a acquis, que c'est ça finalement qu'on achète très souvent, quoi. Enfin, que le client paye. Et c'est vrai, moi j'apprécie ce fait que maintenant, les gens au pire, ils ont une alternative, ils peuvent aller faire eux-mêmes sur Shopify, ils peuvent aller faire leur truc et puis ils verront bien si après ils ont besoin de professionnels ou pas, quoi. Ou alors, s'ils ont compris, ils peuvent aussi tout de suite aller voir des professionnels, suivant les moyens qu'ils ont. Mais des fois, moi, sans me faire l'avocat du diable, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin. Moi, j'ai vu, quand j'ai géré aussi une agence, du coup, pendant 4 ans, et il y a des gens qui avaient pas, alors, au stade de leur projet, même s'ils en avaient les moyens, même s'ils avaient 50 000 euros pour faire leur boutique, à mon avis, ils avaient peut-être intérêt déjà à valider que le produit qu'ils veulent vendre va se vendre, quoi. Et là, voilà, des options, des outils no-code. Plus une question de méthodologie, de Lean Startup, tout ça, on va pas refaire le cours, mais ça arrive très souvent, nous aussi, des entrepreneurs qui viennent nous voir et qui ont des grandes idées. Et on leur dit, et c'est toute la part de conseils que tu apportes en disant, attendez, on va calmer le jeu, on va faire un truc plus simple, on va voir si ça marche bien. Et puis on va développer comme ça, on va y aller petit bout par petit bout, parce que si vous voulez une énorme plateforme tout de suite à 50 000 euros, vous risquez de vous planter. Et puis, est-ce que vous avez prévu du budget pour du web marketing? Est-ce que vous allez faire de la communication? Est-ce que vous allez faire de la pub? C'est vrai que là, c'est quand même la part de conseil de l'agence et de l'expérience de l'agence aussi. C'est vrai qu'on a parlé des budgets de build, de démarrage de projet, mais faut bien comprendre que ces budgets-là, il faut les doubler presque par an pour assurer l'évolution, la maintenance, le contenu, recruter souvent, qui devient beaucoup plus cher que le setup. Donc le e-commerce reste quand même un métier qui s'est professionnalisé et qui s'est durci, on va dire, avec le nombre d'acteurs. Donc, je pense que le rôle de l'agence, il est quand même d'accompagner aujourd'hui effectivement des commerçants un peu plus matures qui ont déjà rempli, on va dire, toutes les cases de ma logistique, mon produit, mes coûts d'achat, mes marges, mon expédition, enfin tous ces problèmes-là. Effectivement, un débutant aujourd'hui, moi, si je me lançais dans le e-commerce tout de suite, j'irais effectivement faire mon Shopify un peu tout seul, acheter un thème et démarrer moi-même. Et puis une fois que je serai mature, je serai allé voir une agence, parce que je pense que il y a que dans les agences où on peut avoir assez de projets et assez d'expérience pour accompagner un e-commerçant sur des vrais leviers de croissance. Et ce qui est marrant, c'est que je vais reboucler avec le tout démarrage où on a parlé de Patrice Cassat. Patrice, la première fois qu'il est venu me voir à Saint-Étienne, quand il s'était installé avec ce projet de la fraise, il m'a proposé, enfin, je lui avais proposé effectivement de l'accompagner en open source sur de l'OS commerce, et il m'a répondu gentiment au bout d'une semaine: écoute, je suis pas sûr de mon produit, je vais le faire moi-même. Et il a monté un Power Boutique qu'il a fait lui-même pendant 1 an. Et c'est au bout d'1 an où il m'a dit tiens Xavier, maintenant je veux copier
Threadless aux États-Unis, je veux faire exactement pareil qu'eux. Est-ce que je peux le faire avec Power Boutique? Ben non, on pouvait plus le faire avec Power Boutique, et c'est là où on est parti en développement spécifique. Donc ce modèle de réflexion, il a toujours existé sur les gens qui étaient malins et qui partent en disant bah tiens, je fais un POC, tiens, je vais essayer, et si ça marche, ben du coup j'aurai de quoi me payer une agence. J'ai des exemples très réguliers de gens qui ont démarré tout seuls, qui nous avaient consultés au début, où on était hors budget, on n'était pas adapté. Et une fois qu'ils avaient démarré, essayé avec des free ou essayé tout seul, sont revenus nous voir en disant bon bah ça y est, j'ai de quoi me payer Axom, je suis là prêt à franchir les limites techniques et commerciales. Super. Et bah écoutez, c'est parfait. J'ai 2 dernières questions. Pose un peu toujours dans le podcast. À la fin, je demande si les gens ils ont un side project. Là, je vais vous poser une question un peu différente. Si vous aviez une petite boutique à faire vous-même sur Shopify, qu'est-ce que vous vendriez? Pour savoir un peu. Peut-être que vous avez d'ailleurs des projets comme ça, des commerces. Je sais pas, Xavier, est-ce que justement tu disais que si tu faisais toi-même. Alors on en discute souvent avec l'équipe, parce que c'est vrai que c'est quand on voit les chiffres d'affaires de nos clients, on se dit toujours ah bah tiens, on devrait nous aussi se lancer. On oublie un peu qu'il y a quelques contraintes, mais du coup moi j'avais demandé à l'équipe s'ils étaient prêts à vendre un produit assez magique de mon point de vue, qui est un déboucheur d'évier sous forme de pistolet. Je trouvais ça très drôle. Je trouvais que ça coûtait pas cher chez AliExpress, en dropshipping, etc. Et en fait, on m'a vite cassé mon délire en me disant ouais, c'est pas du tout fun, déboucher des chiottes, laisse tomber, t'es un boomer. Et du coup, on a la semaine dernière une nouvelle idée qui serait plutôt sur de la décoration d'open space. Donc c'est quelque chose qui viendra certainement cette année. Je vous ferai passer le lien dès que c'est en ligne. Avec grand plaisir. Ouais. Louis, on a un gros open space. Voilà. Et moi, je me suis souvent posé la question parce que c'est vrai qu'il y a tout un côté très amusant dans vendre, entre guillemets, un peu comme quand on est petit jouer au marchand, mais bon là dans quelque chose un peu plus technique, un peu plus grand. Et si je devais lancer une boutique, je pense que ça serait autour de l'habillement, parce que j'aime beaucoup la philosophie de Loom, justement, dont on parlait au début. Et je suis souvent habillé en Loom, et j'aime beaucoup cette philosophie, et d'ailleurs l'un de mes clients, Beldon, est vachement cette philosophie aussi, et j'aime beaucoup, et donc je pense que je me lancerais comme ça, quelque chose d'un peu éthique, sur de l'habillement de très bonne qualité qui dure longtemps. Cool, tu peux faire de la concurrence à Loom, quoi. Ouais, mais différemment. Donc, je sais pas, peut-être que je ferais des chapeaux pour que ça revienne à la mode. C'est là où on voit que Louis était pas développeur à la base. Il sait s'habiller. Parfait. Bon, sur tout ça. Xavier, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur les réseaux. Ouais, pas beaucoup. Sur LinkedIn, n'hésitez pas, Xavier Poitot. Je suis présent. Ok, bah je mettrai le lien. Est-ce que tu es sur le Slack de No Code France? Il me semble pas t'avoir vu, mais non, j'avoue avoir désactivé Slack pour décharger ma charge mentale qui avec trop de notifications, mais j'y retournerai certainement. Bon, écoute, on t'attend avec plaisir. Et toi, Louis? Moi, sur Twitter, un peu, je suis pas très présent, mais c'est là où, si vous voulez me trouver, je suis. Et sinon, un peu sur le Slack de No Code France, où j'aide de temps en temps. Sur le channel Integromat, notamment. Sur le channel Integromat, pas mal. Ça dépend un peu de mon planning. Là, en ce moment, c'est plutôt chargé. Ok, je mettrai en fait, Alexis, j'y suis pas parce que réellement c'est mon équipe qui travaille sur Integromat. Moi, j'adore l'outil, et le seul, il se moque de moi d'ailleurs parce que le seul performance que j'ai fait, c'est c'est en suivant ton tuto pour mettre des punchlines de Booba sur le chat de l'entreprise. Ils m'ont fait vite désactiver ça. En disant, ouais, ok. Mais du coup, c'est clairement mes équipes aujourd'hui qui travaillent, notamment Julien et Jonathan, qui sont vraiment ceux qui ont pris l'outil en main, et moi je viens en tant que spectateur et admirateur de leur travail. Cool. Bah, il faut que eux viennent alors, qu'ils viennent sûrement contribuer. Peut-être qu'ils y sont déjà. Bon, on les attendra avec plaisir. Je leur transmets.
Pas de souci. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Merci Alexis, merci Xavier. Merci. Vous avez écouté jusqu'au bout, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a plu, surtout. N'hésitez pas à venir nous le dire sur le Slack de No Code France, dans le channel Podcast Contournement, ou alors en DM, ou alors sur Twitter, ou alors par le moyen que vous voulez. Et puis voilà, continuons la discussion, et dans le prochain épisode, on continuera à s'intéresser aux agences, mais cette fois avec les agences web, et plus particulièrement les agences Bubble, et voilà, je vous laisse encore un petit peu patienter le mystère de notre invité. C'est quelqu'un de la communauté, vous vous en doutez. Il y a énormément de choses très intéressantes à dire sur la manière de fonctionner des agences. Et donc, voilà, vous allez découvrir ça la semaine prochaine. Un petit peu de patience. Voilà, si vous êtes pressé, il y a peut-être d'autres épisodes par le passé que vous n'avez pas écoutés. Ça vous fera patienter. Si vous avez tout écouté, que vous êtes à jour, et ben merci, franchement, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Voilà, je vous dis un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine.